Professeur Alfred Dessaïs, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Professeur Dessaïs, vous êtes une figure bien connue de droit public international, surtout de droit humanitaire. Vous étiez ancien rapporteur de la Commission des droits de l'homme au sein des Nations Unies. Vous avez dirigé beaucoup de missions, de conciliation, d'inspection, d'évaluation de l'état de respect des droits de l'homme. Et vous êtes professeur enseignant, en plus de ça, vous êtes écrivain. Je vous invite aujourd'hui pour avoir votre évaluation concernant la situation actuelle qui règne au niveau international. D'abord, je commence avec vous. Vendredi passé, professeur Dessaïs, quel était votre état d'esprit en voyant Netanyahou en train de prononcer un discours depuis le podium de l'Assemblée générale des Nations unies face d'une salle presque vide, sauf quelques mercenaires mobilisés par l'ambassade israélienne à New York. Et des États-Unis, hein? Oui, dans lequel il a parlé de la paix, des défis auxquels Israël est confronté, de sa vision de la division du monde en deux parties, la partie maléfique dirigée par l'Iran et le reste du bon monde centré sur Israël. Je pense que la communauté internationale a oublié que ce monsieur a un palmarès de criminel de 15 ans. Ce monsieur est responsable de l'extermination de 42 000 Palestiniens depuis le 7 octobre, de l'assassinat de 134 employés de l'ONU et de 156 journalistes. Il a piégé des outils de communication civile, la chose qui a causé la perte de vie pour plusieurs civils et causé des blessures graves pour des milliers de personnes. Est-ce que sur le déclin de l'éthique au sein des Nations Unies, quelle est la situation, professeur Dessaïs? Monsieur Netanyahou, c'est un criminel en série. Monsieur Netanyahou aurait dû être arrêté dans chaque pays du monde en tant que criminel de guerre, en tant que criminel génocidaire. Il y a le principe de la juridiction universelle, c'est-à-dire qu'un pays quelconque, même sans demande d'arrêt de la Cour pénale internationale, peut agir sous le principe de la juridiction universelle. Et il y avait pas mal de démonstrations à New York avec des grands panneaux qui disaient justement arrêter Netanyahou. Le problème, c'est que les États-Unis sont complices au génocide. Les États-Unis ont donné le support militaire, financier, politique, économique à Israël. C'est-à-dire, les États-Unis sont coupables de ces génocides qui se déroulent aujourd'hui. Les États-Unis sont coupables aussi des attaques que Netanyahou a menées contre le peuple libanais, pas seulement aujourd'hui, pas seulement cette semaine, mais je remonte à l'agression israélite de 2006. Je remonte aussi à toutes les attaques illégales depuis 2011 contre la Syrie. Alors, le gouvernement d'Israël, c'est un gouvernement voyou, c'est un gouvernement qui méprise les Nations Unies et les résolutions des Nations Unies,
et qui méprise aussi les ordres de la Cour internationale de justice. C'est une honte que la Cour pénale internationale n'a pas encore agi pour mettre un arrêt contre M. Netanyahou. Ils ont été très vite pour le faire dans le cas de Vladimir Poutine. Et ça dure déjà quelques mois que les juges de la Cour pénale internationale ne font rien. Alors, la situation, comme j'ai expliqué dans mon livre The Human Rights Industry, apparu l'année dernière, 2023. Alors, c'est le troisième de ma trilogie des droits de l'homme. Vous connaissez mon premier, le Building a Just World Order, comment construire un monde juste et équitable. En tout cas, il y a un chapitre sur la corruption de la Cour pénale internationale qui est devenue une cour au service de Washington et au service de Bruxelles, une cour néocolonialiste qui a toute une série de cas mal conçus contre des Africains, mais une cour qui a refusé d'agir dans la situation de l'agression des États-Unis et de la France et de plusieurs pays dans le Sahel, en Afrique, bien sûr l'invasion de l'Irak de 2003, les bombardements de la Libye 2011 et tous les attaques illégaux contre le Liban et la Syrie. Alors, c'est une honte, mais le grand problème ici en Suisse, et je suis aussi citoyen américain et citoyen suisse, c'est les médias, l'information. Il y a partout, que vous lisiez la Tribune de Genève, que vous lisiez le Temps, que vous lisiez le Neue Zürcher Zeitung, il y a une complicité de la presse suisse, de la presse française, de la presse allemande, de la presse américaine. Et il y a une apologie de crimes de guerre, une apologie du génocide. Il y a une narrative très contraire au droit international. Et les gens comme moi, comme Jacques Beau, comme Michel Collomb, comme pas mal des professeurs qui ont condamné les génocides d'Israël contre le peuple palestinien, nous sommes largement ignorés. Heureusement, il y a toute une série de professeurs juifs que je connais personnellement qui écrivent très justement sur le génocide. Je parle du professeur Jeffrey Sachs de l'Université de Columbia. Je parle du professeur Richard Falk de Princeton. Je parle du professeur Stephen Kinzer à Boston, etc. Toute une série de professeurs qui ont dit la vérité sur ce qui se passe. Mais notre gouvernement, le gouvernement de Joe Biden et Kamala Harris, c'est un gouvernement impérialiste. C'est un gouvernement qui veut partout maintenir une hégémonie illégale sur le reste du monde. Et heureusement, la majorité mondiale, à l'Amérique latine, en Afrique, en Asie,
lentement s'est réveillé de toute cette propagande et public relations des États-Unis et commence à comprendre que les États-Unis constituent les plus grands dangers pour la sécurité du monde, c'est le plus grand danger pour la paix du monde. J'ai bien sûr une grande préoccupation que ce qui se passe en Palestine, en Gaza, en Liban, pouvait terminer avec une guerre mondiale. Alors, si par exemple la Turquie devrait participer dans les hostilités, jusqu'à maintenant, le président turc Erdogan a parlé très durement contre Israël, a comparé Netanyahou avec Hitler, a appelé les Nations Unies à agir, appelé à l'Assemblée générale à agir. Vous connaissez de l'époque de la guerre en Corée que l'Assemblée générale, lorsque le Conseil de sécurité était bloqué, l'Assemblée générale a adopté une résolution qui en anglais se connaît comme la Uniting for Peace Resolution. Et lorsque le Conseil de sécurité ne peut pas agir à cause du veto, comme maintenant, alors c'est clair qu'il y a un génocide en marche, c'est clair que les Nations Unies ont une responsabilité de stopper ces génocides et les États-Unis. S'il y a une résolution de agir militairement, chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, l'article 42-43, si on veut intervenir militairement avec une force internationale des Nations Unies, une telle résolution serait immédiatement bloquée par les États-Unis. Mais l'Assemblée générale avait eu cette expérience dans les années 50 et ils ont adopté la fameuse résolution Uniting for Peace. Sur la base de cette résolution, l'Assemblée générale peut approuver la force contre Israël et les États qui veulent agir pouvaient agir sur la base de cette résolution des Nations Unies. C'est-à-dire, je pourrais imaginer que la Turquie, Irak, Iran, l'Arabie saoudite, même l'Égypte, pouvaient faire une force d'intervention militaire pour achever cette guerre contre Israël et terminer le génocide. Parce qu'il y a une obligation. Alors, tous les États qui sont membres, qui ont ratifié la Convention contre le génocide, sont obligés à faire en sorte que le génocide... Professeur Tissaïs, c'est une obligation juridique, c'est pas moral. Ça veut dire, c'est pour cela on parle de complicité passive du régime de Abdel Fattah el-Sisi, sans oublier Hussein de la Jordanie qui regarde ce génocide sans rien faire, presque, et même sans complice. Il livre les tomates, les bananes, tout à Israël pour qu'il puisse continuer ce génocide. Il ferme les frontières et capture les Palestiniens qui essaient d'évader et tout. Hein. C'est pour ça, c'est une obligation juridique, c'est pas une obligation morale. Juridique, absolument. C'est une obligation selon la Convention contre le génocide et les gens qui sont complices ont une responsabilité juridique selon l'article 3, alinéa E de la Convention.
Mais il y a un problème, comme je vous ai déjà dit, un problème d'information, un problème de perception. Les médias engagent un narrative mensongère qui essaie de passer le message. Ah non, 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 c'est pas génocide. Il y a des crimes de guerre, mais c'est pas un génocide. Alors, il y a une grande culpabilité dans les niveaux journalistiques, mais même dans les niveaux académiques. Alors, c'est étonnant combien de professeurs se prêtent à faire l'argument pour le génocide, pour dire que c'est nécessaire de détruire Hamas parce qu'ils sont de terroristes. C'est nécessaire de détruire Hezbollah parce qu'ils sont de terroristes. Mais tous les mouvements de libération nationale, par exemple en Afrique du Sud, Nelson Mandela, il a été accusé d'être un terroriste, pas seulement par l'Afrique du Sud, il a été considéré comme terroriste par les États-Unis, par le Royaume-Uni, par la France, etc., etc. Alors, ce qu'on voit maintenant, c'est une bataille entre la mentalité colonialiste, la bataille impérialiste, la bataille raciste et les valeurs humaines de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et qui est au mauvais côté de l'histoire. Les Européens, l'Union européenne, les Américains, les Canadiens, les Australiens, etc., etc. Il y a une alliance malsaine entre tous les pays de ce qu'on appelle le Collective West. Le Collective West est coupable de la guerre en Ukraine. Le Collective West a provoqué la Russie pendant 30 ans. Alors, bien sûr que l'invasion contre Ukraine était illégale. C'était une violation de l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies. Mais les provocations qui ont mené à la Russie à commencer cette invasion de l'Ukraine, la provocation, elle, est une violation aussi de l'article 2, paragraphe 4 de la charte qui dit que c'est pas seulement l'utilisation de la force qui est interdite, c'est la menace de la force. C'est évident que lorsque l'OTAN s'est expandie à l'Est, contrairement aux promesses faites à Mikhail Gorbatchev, et c'était des promesses qui ont été répétées, parce que c'est dans les minutes de réunions qu'il y a eu entre le président américain George H.W. Bush, Bush père, et le secrétaire d'État James Baker, etc., etc. C'est bien documenté qu'il y a eu une claire réponse que l'OTAN n'irait pas à la porte de la Russie. Alors ici, il y a une trahison, il y a une violation d'un engagement crucial pour la Russie. Bon, alors, la Russie, si vous voulez, est tombée dans les pièges. Et il a attaqué pour repousser cette menace à sa frontière. Et qui est coupable de la menace? C'est l'OTAN. L'OTAN est une force impérialiste. Il faut le comprendre. Les États-Unis, c'est un pays
impérialiste. C'est un pays qui veut l'hégémonie sur tout le monde. Les États-Unis veulent en principe usurper toutes les fonctions des Nations Unies. Les États-Unis veulent être les gouvernements mondiaux avec Washington comme la tête de ces gouvernements mondiaux. Et Oui. le reste du monde ne veut pas savoir de ça. Et ça, c'est la guerre qu'on voit. Et on voit les deux scénarios. On voit les scénarios Ukraine-Russie, OTAN-Russie, et on voit les scénarios Netanyahou-Israël contre les pays musulmans et contre le reste du monde, contre la majorité mondiale. C'est pour ça que c'est très important, très significatif que la Cour internationale de justice a été saisie par l'Afrique du Sud. C'est important qu'une dizaine de pays se sont joints à la plainte contre Israël, y compris la Turquie. En Europe, que je sache, l'Espagne, la Belgique et l'Irlande se sont jointes à la plainte contre Israël. C'est important que le 19 juillet, la Cour internationale de justice a issu une opinion consultative, ce qu'on appelle en anglais un advisory opinion, sur l'apartheid en Israël, sur la illégalité de l'occupation de la Palestine par Israël. Ce qui manque ici, c'est une prise de conscience à Londres, à Paris, à Berlin, à Rome, sur les obligations qui découlent de cette opinion consultative de la Cour pénale internationale. C'est-à-dire, il faut arrêter toute relation commerciale avec Israël. Il faut arrêter toute relation diplomatique avec Israël. Il faut absolument arrêter les armes qui sont envoyées en Israël parce que, en principe, les Palestiniens, les Libanais, les Syriens sont tués avec des armes de l'OTAN, surtout avec des armes, des missiles, des drones américains. Alors, il y a une grande complicité ici. La question qui nous reste, est-ce que on aura un cessez-le-feu? Est-ce que la demande de la Chine et la demande des Indes et la demande du Brésil d'arrêter le massacre, d'arrêter les génocides auront une suite? Mais à la fin des fins, je ne vois pas une autre possibilité qu'un procès pénal contre Netanyahou et un mandat d'arrêt contre Netanyahou, de sorte que Netanyahou ne pourra plus voyager à aucun pays parce que tous les pays seront sur l'obligation de l'arrêter. Mais pour le moment, l'Assemblée générale pourrait faire quelque chose de symbolique. L'article 6 de la Charte des Nations Unies permet l'expulsion d'un État qui systématiquement viole la Charte, qui systématiquement viole le droit international, les décisions, les arrêts de la Cour internationale de justice. C'est le cas avec Israël. L'article 6 permet d'expulser Israël. Mais pour expulser
Israël, il faudra encore l'aval de Conseil de sécurité. Bien sûr, on ne l'aura pas, c'est clair. Les États-Unis vont utiliser le veto contre une telle expulsion d'Israël. Mais même l'adoption d'une résolution par l'Assemblée générale avec un vote des 2/3 du monde, j'imagine que ce serait assez facile d'avoir au moins 130 États qui vont voter pour l'expulsion d'Israël. Ça a une valeur morale, ça a une valeur symbolique. Et une autre possibilité de l'Assemblée générale, c'est de répéter, de copier le précédent de 1974, lorsque les diplomates de l'Afrique du Sud ont été niés le droit de parler à l'Assemblée générale et dans les autres organes des Nations Unies. Il y a eu une résolution selon laquelle le diplomate de l'apartheid, les diplomates d'un pays voisin ne seront plus reconnus à Nations Unies. Alors, si leur accréditation est retirée, c'est ce que je dis, il faut retirer l'accréditation de tous les diplomates israéliens. Encore une fois, ça a une valeur morale et une valeur symbolique pour tout le monde. Mais comme j'ai déjà dit, il y a une complicité affreuse de la presse ici à Genève. Ici, avec la tribune de Genève, avec le temps, avec la Neue Zürcher Zeitung, c'est une honte que la Suisse qui avait. Oui. Vous venez d'évoquer la complicité de la Suisse et j'aimerais bien terminer avec vous. Il nous reste quelques minutes. Le Conseil fédéral suisse a décidé de suspendre l'aide, le versement de l'aide à l'UNRWA, l'agence d'aide des réfugiés palestiniens, ce qui favorise la position d'Israël qui n'a pas arrêté de diaboliser l'agence, d'attaquer l'agence et tout, malgré les rapports qui ont innocenté l'agence. Ils ont confirmé que l'agence n'a qu'une mission humanitaire, rien que. Comment vous expliquez ce déclin moral, juridique et éthique dans la politique étrangère suisse? Aujourd'hui, on parle effectivement de la complicité de la Suisse, de la Suisse de M. Cassis dans ce génocide, parce que suspendre l'aide, ça va exposer des milliers de personnes à la famine, aux besoins, à l'humiliation et tout. Comment vous expliquez ça, professeur Dissaïs? C'est une dérive morale, une dérive juridique, c'est une honte. Et moi, en tant que nouveau Suisse, je suis Suisse depuis 2017, j'ai écrit directement à Ignacio Cassis, j'ai écrit directement à Viola Amherd. Hélas, je n'ai pas eu de réponse. Aussi, notre organisation, la Geneva International Peace Research Institute, a écrit à ce sujet au Conseil fédéral, aussi sans réponse. Alors, vous voyez, il y a ici une trahison de la démocratie directe. J'aimerais bien voir un référendum dans la population suisse pour savoir si la population suisse approuve que le gouvernement suisse se met du côté d'Israël. Alors, c'est vraiment une honte. Hélas, ce Conseil fédéral a abandonné la neutralité suisse, et pas seulement la neutralité suisse, il s'est attaché, il y a un rapprochement à l'OTAN, qui est une organisation criminelle. Je le répète, il faut lire le jugement de Nuremberg
de 1946 dans lequel plusieurs organisations nazies ont été désignées et condamnées comme organisations criminelles. Sans doute, l'OTAN, à cause de ses actions en Yougoslavie, en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Syrie, constitue une organisation criminelle. Et je vous réfère aux articles 9 et 10 du statut de Nuremberg. Ça, c'est le traité de Londres du 8 août 1945, où ces concepts, ces topos juridiques d'organisation criminelle a été établi. Alors, sans doute, le Conseil fédéral suisse a été, si vous voulez, kidnappé par les pouvoirs impérialistes de l'OTAN et des États-Unis. C'est une honte. Alors, la Suisse a une très belle histoire. La Suisse a une trajectoire morale qu'on connaît depuis Nicolas de Flue, depuis Henri Dunant. Il y a tellement de grandes personnalités suisses qui ont fait tellement pour la paix. Mais maintenant, comme partout dans le Collective West, il y a une dégringolade morale. Et dégringolade morale accompagnée par une arrogance incroyable. Alors, je n'accepte pas que, en tant qu'ancien expert indépendant des Nations Unies, en tant qu'ancien haut fonctionnaire des Nations Unies, que j'écris une lettre au président de la Suisse et la lettre n'a pas de suite. On ne met même pas une accusée de réception. Alors, c'est une manque de ethos, un manque d'éthique que je regarde partout. Et c'est la même chose avec d'autres institutions. Et le fait que la Suisse a décidé d'arrêter le soutien à l'Organisation des Nations Unies pour la Palestine, ça montre encore une fois que nous, Suisses, nous sommes complices dans le génocide et qu'il y aura un jour où, avec transparence, on va savoir davantage qui était derrière ces manœuvres, qui a poussé à une telle décision anti-humaine et contraire à la Déclaration universelle des droits de l'homme et contraire à tous les principes humanitaires des les conventions de Genève de 1949 et de protocole additionnel de 1977. Comme vous avez vous-même dit, c'est une dérive morale et juridique. Merci infiniment, professeur Desailly. Ça a été un plaisir et un grand honneur de vous recevoir et je vous souhaite une bonne continuation dans vos combats, vos recherches et vos prises de position. Merci infiniment, professeur Desailly. Merci. Au revoir. Au revoir.